ne sert qu'à envoyer cette partie sur la zone d'opération. L'appareil fait ainsi du renseignement. Il peut repérer depuis les airs des terroristes. Mais les drones français, contrairement aux Américains, ne sont pas armés. Le pilote, lui, s'installe dans ce conteneur relié à une antenne satellite pour diriger le drone à distance. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à y pénétrer. Les écrans sont éteints pour des raisons de confidentialité. C'est comme dans un avion, on a une manette des gaz, nous avons un manche pour piloter l'avion et on le fait en temps réel. Donc c'est exactement comme un avion traditionnel, sauf que l'on est déporté, on n'est pas dans l'avion. À la droite du pilote, un opérateur vidéo qui dirige la caméra et les capteurs. Un drone comme le Reaper peut voler 24 heures. Alors ici à Niamey, toutes les 6 heures, les équipages se relaient. Alors ce n'est pas une opération de drone, c'est un raid aérien classique qui a été mené cette nuit par les États-Unis en Libye. Il cherchait à mettre hors d'état de nuire Mokhtar Belmokhtar. Il a été l'un des principaux chefs d'AQMI avant de créer son propre groupe terroriste. Les autorités libyennes affirment qu'il a été tué. Washington est plus prudent. On voit ça avec Jean-Bernard Cadier, le correspondant de BFM TV. On le surnomme l'insaisissable, on le surnomme le Borgne. C'est un Algérien considéré depuis des années comme un des tout premiers leaders d'Al-Qaïda en Afrique du Nord. C'est lui qui était responsable de la gigantesque prise d'otages dans un centre gazier en Algérie en janvier 2013. Drame qui s'était terminé dans le sang avec la mort de 37 otages, dont 3 Américains. C'est notamment pour ça qu'il a été la cible des avions américains. D'abord les drones qui l'ont repéré, puis les chasseurs F-15 qui l'ont bombardé. C'est la première fois que les avions américains bombardent en Libye depuis la chute de Kadhafi, il y a 4 ans. Le Pentagone confirme que Mokhtar al-Mokhtar était la cible, mais disent qu'il faudra du temps pour avoir la confirmation éventuelle de sa mort. Le gouvernement libyen dit qu'il est mort, mais le gouvernement américain veut avoir la preuve concrète ou une confirmation sur un des sites internet de Belmokhtar. Belmokhtar, on le disait, était l'un des terroristes les plus recherchés au monde, responsable de plusieurs attentats, et en particulier cette prise d'otage sanglante à la centrale gazière d'In Amenas, c'était il y a 2 ans et demi. Igor Saïri. C'est l'homme à l'origine de l'attaque et de la prise d'otage meurtrière du site gazier d'In Amenas dans le Sahara algérien en janvier 2013. Un massacre, 37 étrangers et 29 ravisseurs avaient été tués. Mokhtar Belmokhtar affirmait à l'époque avoir agi en réaction à l'opération française Serval au Mali quelques jours plus tôt. Il revendiquera 4 mois plus tard des attentats suicides contre l'armée nigérienne et le groupe français Areva au Niger. Il est d'ailleurs également soupçonné d'être responsable de la mort de 4 Français en Mauritanie en 2007. Une figure du djihad algérien qui se définissait comme précoce. Premier combat armé dès 19 ans en Afghanistan, où il y perdra un œil, puis retour en Algérie où il devient vite le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, avant de créer fin 2012 son propre groupe, les Signataires du Sang, et de s'allier avec d'autres unités combattantes dans la région. Puisqu'il a été chef de Katiba, c'est-à-dire de groupe djihadiste qui donc travaillait avec le Mujahou notamment au Mali pour instaurer la charia dans le nord du pays. Il avait créé ensuite Al-Mourabitoun, qui est une organisation dissidente en quelque sorte, mais qui poursuivait les mêmes objectifs qu'Al-Qaïda. Ses spécialités, les enlèvements, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue et la contrebande de cigarettes. Son slogan, l'islam le jour, bandit la nuit. On l'appelle alors Mister Malboro, en plus du borgne et de l'insaisissable. En mai dernier, Belmokhtar avait démenti l'allégeance au groupe État islamique et réaffirmé sa loyauté à Al-Qaïda. 4 mois après les tirs de Kalachnikov à la cité de la Castellane à Marseille, le ministre de l'Intérieur annonce une 20aine d'arrestations ce matin sur BFM TV. Oui, ces tirs, souvenez-vous, avaient eu lieu quelques heures seulement avant une visite de Manuel Valls sur place. Il s'agissait d'une guerre de territoire entre trafiquants de drogue et justement les dealers ciblent ce matin de ce vaste coup de filet. Ce matin, il y a une très grosse opération de démantèlement de filière à la Castellane, parce que le trafic de drogue, c'est le début de tous les trafics. Ce sont ces trafics qui gangrènent les quartiers, ce sont ces trafics d'ailleurs qui alimentent d'autres activités de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public, je pense notamment aux activités terroristes, et il faut que l'on sache que j'ai donné des instructions au service pour que partout sur le territoire national, les trafics de drogue soient combattus et les réseaux démantelés. Des interpellations à la Castellane. Il y a des interpellations à la Castellane, plus d'une vingtaine, et ces interpellations sont en cours. Bernard Cazeneuve qui lance par ailleurs une nouvelle instance pour le dialogue avec l'islam de France. Ouais, le ministre organise avec Manuel Valls un forum place Beauvau ce matin pour renouer la confiance avec les musulmans, remonter les problèmes de terrain. Aussi, on sera sur place dans le prochain journal avec Jérémy Trottin. Ça existe déjà, ce genre d'instance pour les catholiques. Parmi les mesures envisagées, il y a notamment
une meilleure formation des imams qui devront parler français et passer un diplôme universitaire. Autre sujet abordé par le ministre de l'Intérieur, ces tensions à la frontière italienne à Vintimille avec ces dizaines de migrants, la plupart venus d'Afrique, qui voudraient passer en France, mais les autorités les en empêchent parce qu'ils n'ont pas de papier. Émeric Barrault, vous êtes sur place pour BFM TV. Les migrants qui sont toujours là ce matin, qui refusent de partir et qui attendent en fait sur des rochers. Oui, ça fait déjà 5 jours que ça dure ici pour cette cinquantaine de migrants africains qui ont encore passé une nouvelle nuit dehors sur ces rochers juste à côté de la mer, à quelques dizaines de mètres de la frontière franco-italienne. Des migrants qui sont dans une situation qui paraît totalement bloquée. Ils ne veulent pas rester en Italie, ils nous l'ont expliqué à plusieurs reprises. Ils ne parlent pas la langue, d'après eux il n'y a pas d'emploi ici et beaucoup rêvent d'un avenir dans d'autres pays européens où ils ont, disent-ils, des proches de la famille. Ils ne veulent pas rester en Italie et en même temps la France ne veut pas les laisser passer cette frontière à quelques dizaines de mètres derrière nous. Situation d'impasse donc pour cette cinquantaine de migrants ici dehors, et c'est la même chose bien pour 150 autres migrants qui ont fui l'Afrique, qui ont été ramenés de force samedi soir vers la gare de Vintimille, quelques kilomètres plus loin en Italie. Ils ont passé la nuit eux aussi dehors devant la gare où ils s'entassent, mais tous nous le disent, ils sont déterminés à ne pas pouvoir rester ici et rêvent de passer la frontière, pas forcément pour aller en France, mais disent-ils dans d'autres pays, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, où ils ont de la famille et des proches. Émeric Barrault avec Céline D'Agostini pour BFM TV. Dans le journal de 9h30, vous entendrez la colère de Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, qui en appelle à l'Europe pour aider l'Italie à assumer tous ces migrants. Sinon, dit-il, il y aura un plan B. De quoi s'agit-il exactement? On verra ça. Un adolescent lutte toujours en ce moment contre la mort à l'hôpital de Saint-Étienne après une explosion qui a coûté la vie à 3 de ses amis. Hier, plusieurs milliers de personnes ont marché dans les rues de Basse-en-Bassée, petite ville de Haute-Loire. Les 4 jeunes qui étaient sans doute en train de fabriquer des fumigènes pour une partie d'Airsoft, un jeu de guerre en plein air. On trouve la recette très facilement sur Internet. Antoine Hollard, Emmanuel Lebon. Sur Internet, il suffit de quelques clics. Les recettes de fumigènes s'affichent par dizaines. Mode d'emploi en vidéo. Certains sites proposent même d'acheter des produits chimiques en ligne. Des techniques apparemment bien connues des joueurs d'Airsoft. Vous allez sur YouTube, vous mettez tutoriel pour fabriquer une grenade artisanale Airsoft, et là vous allez avoir une page de vidéos autant que vous voulez. C'est comme ça aussi qu'on a fait au début, pour savoir comment on faisait, on a essayé. Problème, ces engins faits maison sont dangereux. Les ingrédients utilisés sont hautement inflammables et très instables. Samedi, c'est probablement en manipulant ces produits que les adolescents ont provoqué l'explosion mortelle. La piste principale est celle-ci, celle de jeunes gens qui ont été victimes d'un jeu imbécile, conseillé par des gens irresponsables. Un drame qui, selon certains, pose la question du contrôle d'Internet pour éviter de donner de mauvaises idées aux plus jeunes. Sur Internet, les mineurs sont protégés par toute une série de dispositifs contre ce qui est pornographique, mais peu de protection contre